Salut à tous, nouvelle vidéo en fait de l'actualité de la semaine. Je vais essayer encore plus de la construire. Concrètement, la semaine dernière, vous étiez un peu plus de 3000, ça fait 3000 vues, donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà, on va essayer de faire donc de l'actu, de l'analyse. On va prendre le temps qu'il faut parce que donc l'actualité, j'en fais plus beaucoup sur la semaine. Donc le but, c'est que sur la voiture électrique, il y a énormément d'informations, mais pas que, tu vas voir. On va aussi parler du diesel et c'est surtout que il y a des choses mineures, mais des choses quand même importantes qu'il faut reprendre et qui ne mériteraient pas forcément une vidéo. Et là, donc, on va pouvoir condenser sur une demi-heure, une heure, en fait, ça va prendre le temps qu'il faut, sachant que je trie énormément. Il y a des choses, en fait, qui ne sont pas intéressantes, que je supprime, que j'ai regardé, etc. Alors, malgré le déclin du diesel dans l'industrie automobile post-Dieselgate, des fabricants comme Weiche, je sais pas comment ça se dit, en Chine, alors c'est un truc de fou, c'est une actualité qui est sortie à peine il y a 1, 2, 3 jours. Je pense que des gens comme Droma Economy et d'autres ont dû se jeter dessus. Donc moi j'ai regardé en fait Aldostérone, où j'aime beaucoup. Alors je te laisserai lire l'information. Personne là, il y a qu'Auto Auto Plus qui a vraiment mis un petit peu la fin de la chose, donc 53% de rendement alors qu'on était plutôt sur des 41-45%. Ils avaient déjà battu le précédent record donc chinois de ce même constructeur de 51% donc de rendement, et peut-être encore plus, mais oh là, attention, le but, ça sera pour les véhicules de chantier. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, quels avantages? Ça va réduire, donc ils te disent de 14%, ils te parlent d'économie, ils te parlent de rendement. Et on va parler aussi donc de nos politiques, c'est-à-dire que moi je ne suis pas contre le diesel, je dis juste que le diesel en ville c'est une hérésie. Et quelqu'un qui fait 5, 10, même 20 000 km par an, franchement, encore une fois, je trouve que c'est une hérésie, surtout malheureusement avec les dépollutions qu'on a actuellement. Donc comme tu le sais, les 10 dernières années, l'AdBlue, les machins, enfin on n'y a pas réfléchi à tout ça. Et on parlera donc juste après de l'Union européenne. Donc en Chine, ils sont extrêmement décomplexés à la fois sur la voiture électrique, mais pas que. Mais les diesels vont servir essentiellement en fait pour les véhicules de chantier. Pourquoi? J'ai un ami notamment qui est ingénieur, je crois de mémoire, chez Class. Il n'y a rien de prévu en fait, c'est comme les avions, on va peut-être avoir des systèmes hybrides, mais ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la poussée. Une voiture en fait, sur de l'électrique, une fois qu'en fait tu l'as lancé, tu as des roulements, tu vas avoir un CX, tu vas avoir une pénétration et tu vas essayer de réduire le maximum le frottement. Par contre, sur pas un camion, mais sur un tractopelle, sur tout ce genre en fait de véhicules de chantier, ça va être compliqué parce que il ne va pas faire que avancer ou reculer ou quoi que ce soit. Il va falloir aussi qu'il y ait des poussées. Donc il va falloir en fait lever donc des fortes charges. Et dans ces cas-là, en fait, l'électrique, ça serait une hérésie totale parce que en fait la batterie serait absolument trop sollicitée. J'espère m'être fait comprendre. Si je te prends par exemple une Tesla où tu vois vraiment très bien la régène, mais chez Renault aussi tu le vois très bien, quand tu es à 50-90 stabilisé, tu consommes vraiment très peu. Bah là en fait imagine bien donc moi comme j'ai un voisin donc qui est agriculteur pour le coup en Vendée, t'imagines donc avec sa truc télescopique là, un énorme tracteur, et bien après donc il y a le bras tout articulé hydraulique, etc. Donc ça veut dire que tu as à la fois le mouvement, le fait aussi d'alimenter tous les instruments électroniques qu'il peut y avoir, et ce bras donc qui consomme énormément. Donc concrètement, le diesel ça existera toujours, peut-être pour d'autres applications. Je pense que nous, Européens, en fait, on était rentrés dans du dogme du diesel sur une Twingo, qui était clairement une hérésie. Les diesels n'ont rien à faire en fait en ville, que ça plaise ou non. Donc ça ira donc dans la même chose, l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Et donc c'est vrai que je rejoins ce qu'Aldostérone disait, que pendant qu'en fait nous on interdit les véhicules thermiques, de l'autre côté ils le développent. Alors ils le développent pas pour la même chose. Il faut en fait à un moment donné que ça soit ciblé. Donc l'interdiction des voitures thermiques en 2035, une fausse bonne idée. On va pas rentrer en fait dans de la politique aujourd'hui, mais l'Union européenne, c'est en fait trop de pays. Donc concrètement, on n'a pas les mêmes intérêts dans le sud, en France, en Allemagne, et encore moins aussi dans les pays qui sont dans le nord de l'Europe. Désolé, je suis pas hyper concentré. Juste en face, tu ne verras pas peut-être passer, il y a les pompiers qui viennent de passer, donc la personne avait l'air un peu affolée.
bon, il y a les pompiers, donc au moins ils vont faire leur travail. Donc j'espère que j'ai pas trop zioté. Donc concrètement, c'était pas en fait la chose à faire concrètement d'interdire, mais c'était plutôt en fait de développer et par contre de limiter, oui, sur les petites voitures et quelqu'un qui fait 30, 40, 50 000 km, qui a pas envie forcément de passer souvent donc à la charge. Mais bon, après honnêtement aujourd'hui, nous, quand tu regardes en France, l'électricité est encore peu chère, donc quand tu prends un véhicule électrique, notamment un modèle Y qui ferait 600 km d'autonomie en WLTP et en diesel, franchement, il y a des économies clairement à faire. Donc l'interdiction, pareil, à la fin donc d'Automobile Propre, ils le disent très bien, je te laisserai lire, mais une décision qui peut être dressée les citoyens contre elle. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de pédagogie. On n'a pas expliqué qu'est-ce qu'on voulait faire, on voulait faire. On nous parle toujours comme des enfants, comme pour le Covid, pour comme les autres moments ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, il faut bien parler d'une manière concrète. Alors après, ça va aussi avec l'éducation, malheureusement, en France. C'est vrai que ça fait 30 ans ou 40 ans, en fait, qu'on nous bassine, qu'on nous dit, voilà, le diesel, c'est super, c'est génial, etc. Et du jour au lendemain, en fait, on arrête. Donc voilà, en tout cas, pour cette première actu. Donc, encore une fois, le diesel n'est pas mort. Il y aura d'autres applications. Je pense qu'il a été d'une manière abusive en France. Je rappelle que le diesel par rapport à l'essence a toujours été beaucoup plus détaxé. Et donc, normalement, le diesel coûte plus cher à produire. Et normalement, le diesel, ça fait par exemple comme en Suisse, quand il était, mettons, 1 euro l'essence, et bien, le diesel aurait dû être à 1,20 €. Donc, ceux qui sont en diesel, qui sont frustrés, qui roulent 5000 km par an, à un moment donné, arrêtez juste vos bêtises. Soyez cohérents. Ne dites pas qu'un diesel, ça soit écologique. On n'en est pas là. Le but, ce n'est pas de diviser. Le but, c'est de voir, en fait, par rapport à un produit, quelle utilisation en fait on a et où en fait il apporte le meilleur rendement. Encore une fois, aux États-Unis, un essence ou un diesel, en tout cas ils sont plus sur l'essence, a plus son sens à certains endroits si c'est pour faire tourner en fait des usines au charbon ou thermiques même, tu vois, pour relancer de l'électrique. Donc c'est tout un développement que la Chine pour le coup a. Donc le diesel pour le chantier, des panneaux photovoltaïques avec des batteries donc stationnaires et des voitures électriques en fait pour monsieur tout le monde et puis éventuellement du V2L pour pouvoir donc compenser s'il y avait un problème sur le réseau électrique. Je pense que c'est assez bien résumé. Sur la seconde partie, donc voiture électrique d'occasion, les prix baissent, mais elles ne se vendent mal. Donc oui, c'est tout à fait normal en fait qu'il y en ait de plus en plus. Oh, je suis désolé, c'est le printemps là, ça me gratte de partout. C'est tout à fait normal. Il y a eu, c'est l'effet leasing. Beaucoup de personnes donc prennent des véhicules donc en leasing, LOA, LD, donc obligatoirement ou même parfois à crédit. Et donc, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, obligatoirement, les personnes donc revendent donc beaucoup plus de produits. Après, c'est toujours la même chose. Il y a peut-être un manque de pédagogie et donc d'expliquer quels peuvent être les bienfaits et surtout, il y a Jean, je crois, pour information, qui m'a envoyé donc un retour sur 10 ans, par exemple, sur les Leaf. Bon, la dégradation est quand même assez importante, hein, donc il reste plus que 77% de capacité sur la voiture, que la personne donc explique. Je pense qu'avec des batteries LFP, tu vas être très étonné au bout de 10 ans, il va rester encore au moins 80-90%, donc on risque d'être fortement étonné, vraiment d'une manière positive. Donc oui, ça baisse et ça baisse même au niveau des véhicules donc chinois. Encore une fois, en Chine, ça explose les voitures électriques et ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle l'offre et la demande. Et donc s'il n'y a pas assez de demande, l'offre doit baisser. Et ça veut dire que la personne qui achète d'occasion considère que c'est trop cher ou c'est pas assez rentable. C'est lui à ce moment-là qui décide. Voilà pour cette deuxième information. Pour la troisième donc information, on va parler de Tesla. Et oui, il y a encore eu beaucoup de choses chez Tesla. Et c'était pratiquement le premier titre que je voulais mettre, donc en miniature. Mais voilà, la Tesla promet toujours, donc Tesla promet toujours une voiture électrique à petit prix pour 2025. Bon, ce qui est certain, c'est que ça ne sera pas à Berlin. Donc l'idée en fait de Didier Choucroute Garage de dire ils reprennent le modèle Y et au lieu de faire un châssis de 3e génération, eh bien en fait ils scinderaient, donc ils réduiraient cette plateforme pour pouvoir l'utiliser et pouvoir faire donc à Shanghai, puisqu'à Shanghai en fait c'est les plus réactifs. C'est ça qui est marrant, c'est que les Chinois sont les plus réactifs. Tesla a 4 usines, 2 aux États-Unis, une donc en Europe et une autre donc en Chine. Et vraiment l'usine la plus réactive, l'usine la plus compétente, je tiens à rappeler quand même qu'il y a des ingénieurs de Chine qui sont allés à Fremont pour leur dire comment il fallait travailler. On en est quand même là. Donc concrètement, ce fantasme de la modèle 2 compact arrivera.
mais ça va mettre beaucoup de temps. Et est-ce que ce sera pas pour les Chinois ou quoi que ce soit? Comme je t'ai dit, il faut déjà que Tesla se redresse par rapport au modèle Y et surtout le modèle 3 qui a été abandonné. C'est quand même dommage, c'est un super modèle et c'est un restyling, donc c'est vraiment dommage. Peut-être la X et la S aussi. Et je t'en avais parlé aussi, donc, que les clients qui achetaient une S et une X à plus de 100 000 euros, ou 93 000, 94 000, elle a un petit peu baissé la S, ils n'étaient pas plus choyés que les autres, donc ça serait bien aussi, ça me semble logique. Voilà, que la S et la X, c'est quand même un produit plutôt premium, et donc il n'y a pas forcément, comme il n'y a pas la même cadence, obligatoirement qu'il y ait un traitement qui soit différent. Donc, voilà pour cette première information Tesla. La deuxième, c'est le modèle 3 Highland, donc performance, donc il ne s'appellera pas Ludy Cruise, il n'y a rien en fait de transcendant. C'est un modèle 3 Highland avec des jantes, avec un spoiler à l'avant, avec des aérations. Enfin, il n'y a pas de gros travail, on va dire, au niveau du pare-choc avant, pare-choc arrière, ou des feux, ou ailleurs, ou sur les côtés, et revu au niveau des performances. Donc ça, j'avais fait une vidéo dessus. Voilà, je sais pas, il y avait des gens qui s'attendaient à monts et merveilles, il y a des gens aussi qui trouvaient qu'elle était cher, trop cher, les performances, etc. Moi, je trouve, dis-moi en commentaire, à 56 000 euros neuf pour les performances, je parle bien des performances, le rapport prix-performance, où tu as clairement mieux. Donc, je te laisserai lire, ça blablate, 3 secondes 3, 3 secondes 1. Bon, franchement, voilà, elle va dans la continuité. Comme je l'ai dit, en fait, j'ai l'impression de voir Tesla une Porsche, c'est-à-dire que le véhicule est en constante amélioration. Le gros plus, au final, c'est ces sièges qui sont très jolis, qui apportent quelque chose de plus, en tout cas, supplément. Alors, dans cette partie, on va parler à la fois de Porsche et de Renault. Tu vas me dire, mais à quel moment? Écoute, ils sont constamment en train de comparer le modèle Y, en fait, à Renault Scénic ou au Macan. C'est quand même un truc de dingue. Et c'est du Macan électrique, un rival du modèle Y pour le double de prix. Non, je suis pas d'accord, en fait. Là, c'est à peu près la même gabarit. Par contre, si on prend le performance, il est à 56 000 euros. Donc 57, pardon, donc 57 000 euros. Là où pour avoir à peu près l'équivalence en mode Porsche, oui, c'est normal, une Porsche c'est une Porsche, une Tesla c'est une Tesla, donc c'est différent au niveau de la marque. Je suis désolé, ça gratte encore. C'est 120 000 euros. 57 000, 120 000. Donc il va cartonner. Les Porschistes en fait qui aiment l'électrique, concrètement vont pouvoir avoir un véhicule sympa. Maintenant, un SUV familial, je suis désolé, non, pas du tout. Compact, familial compact à 4,80 m, c'est ni une compact, c'est ni une familiale parce que le coffre est pas assez grand et parce qu'à l'arrière en fait c'est une 2+1. Il n'y a pas de place en fait pour la place du milieu comme le modèle Y et il n'y a même pas un plancher plat. Donc moi je suis extrêmement déçu en fait par la plateforme, je suis extrêmement déçu franchement par le véhicule. Franchement, si j'avais 120 000 euros donc à mettre pour un budget voiture aujourd'hui, je prendrais un modèle Y, donc performance à pratiquement 60 000, et je prendrais un grand autonomie à côté, voilà ce que je prendrais, ou un modèle Y performance, et je prendrais un modèle 3, donc performance aussi, 56 et 57, tu vois, 6, 12, ça te fait 113 000 euros, et donc une petite peinture, etc., donc à 120 000. Voilà, voilà comment je ferai. Donc j'achète comptant, j'ai 120 000, et je fais comme ça. Donc le véhicule aura beau être joli, etc. Il aura aussi des avantages de chez Porsche. Donc on va pas revenir en fait sur Porsche, mais on peut pas en tout cas dire que ce véhicule est un véhicule compact et un véhicule donc familial. Regarde bien à l'arrière. Franchement, pour la taille, un habitacle très accueillant, non, enfin c'est quand même pas terrible. Des options à tire-larigot, des boutons en voiture, en voilà. Bon, pour moi, une électrique, c'est pas ça. Je suis désolé. Pour moi, une électrique, c'est pas une aussi grosse batterie. Pour moi, une électrique, c'est un véhicule quand même beaucoup plus profilé. Et c'est un véhicule, en fait, à l'intérieur qui doit être quand même extrêmement généreux. Donc, je te laisserai lire, en tout cas, les informations là-dessus. Ce véhicule-là, j'irai peut-être l'essayer. Ou peut-être la Taycan. C'est dommage, en fait, un petit peu pour Porsche. Voilà, en fait, en tout cas, pour cette information. Pour Renault, donc c'est pareil. Renault Scénic, on le compare encore au modèle Y. Là, on est de l'autre côté, c'est-à-dire que on a des avantages chez Renault et on a des avantages chez Tesla. Par contre, comparer donc le modèle Y au Scénic,
bah, le modèle Y est quand même beaucoup plus grand, donc beaucoup plus volumineux, donc ça va être très compliqué, beaucoup plus performant, une charge meilleure, etc., 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 etc. Donc franchement, le comparer, non. Mais, encore une fois, je l'ai déjà dit, si tu cherches plus petit et que tu cherches pas les avantages de Tesla, les avantages, ben, là concrètement, une grande autonomie, c'est 250 kW, donc, ou de l'autre côté 170, un pic, donc tu vas mettre 10, 15, 20 minutes de plus. Tu as les superchargeurs où tu as un prix, etc. Tu as un coffre qui est 2 fois plus grand, qui est beaucoup plus pratique. Tu as un frunk à l'avant, tu as un véhicule qui fait du 5 secondes 9. Ben, entre un véhicule de 9 secondes et 6 secondes, je peux te dire qu'il y a quand même un monde. Donc quand tu vas avoir des reprises sur l'autoroute, que tu veux s'insérer, c'est quand même beaucoup mieux. Le mode sentinelle, etc. Donc si tu trouves que ce genre de choses, c'est pas utile, et que ce n'est pas un avantage, et que tu cherches un plus petit véhicule, eh bien clairement, il faut prendre un Scénic. Et sinon, bah, pour le même prix, je suis désolé, pour 47 000 € entre une Iconic et de l'autre côté une Tesla, bah, je prends la Tesla. Sachant que la Tesla, il y a un cuir, donc c'est quand même mieux pour les familles, donc pour 3 enfants, clairement. Pour le même prix à 47 000 €, je prends donc le modèle Y, grande autonomie, propulsion, 5 secondes 9, cuir, siège chauffant, siège, donc les sièges qui sont bien sûr électriques, volant électrique, ce que tu n'as pas donc dans le Scénic. Donc il y aura des moins, il y aura des plus. Donc le but c'est pas de diviser, mais comparer. C'est pour moi c'est deux mondes complètement à part, clairement. Donc je te laisserai lire les informations, le blablabla, et l'autre fait 600 km, et l'autre fait 625 km WLTP, et machin, et bidule, il est génial. J'ai fait l'essai donc du Scénic, et j'ai relevé 24 kWh, donc aux 100 km. Donc le véhicule a l'air très lourd, le véhicule a l'air de consommer énormément. Tu vas voir qu'en fait, je te l'ai dit, la LFP en grande autonomie qui passe à une batterie NMC finalement est un peu plus légère. Donc au final, une propulsion standard ou une propulsion grande autonomie ne va pas plus consommer, voire peut-être un tout petit peu moins, et moins en hiver, puisqu'elle aura une meilleure régénération, donc tu ne dépasseras jamais les 20, ça c'est vraiment sur l'autoroute, donc tu seras plus, là je suis à une 15, donc on va dire entre 16 et 18 kW pour ce type d'engin, c'est autant te dire pas mal du tout, pour pas dire parfait ou exceptionnel, vraiment pas mal du tout. Donc en parlant de Renault, donc il t'explique que le Renault Scénic donc est arrivé dans les concessions. Comme je t'ai dit, donc je suis allé l'essayer. C'est un véhicule qui est sympa. Je te laisserai donc découvrir ma vidéo qui date d'hier ou d'avant-hier. Pareil, je suis allé voir donc la R5. C'est un véhicule, si je devais le schématiser, pour le même prix, dans la même gamme, je prendrais plus un Scénic qu'un Mégane, parce que une Mégane, parce qu'à 2-3 000 €, ça dépend des remises de ce que tu pourrais avoir, même des fois moins d'écart, bah, clairement le Scénic est en tout cas une meilleure alternative. Et donc, pour finir, chez Renault, puisqu'on nous fait Porsche Renault, et oser comparer donc avec modèle Y, tu vois, enfin, Porsche 120 000, modèle Y entre 47 et 57 000, et donc de Scénic à 47, 40, 47. Renault imagine de nouvelles petites concessions donc en ville pour vendre ses voitures électriques. Oui, ils étaient aux Champs-Élysées là où j'étais allé, donc sur le Scénic, j'étais l'un des premiers à le voir donc hors journaliste, parce que je ne suis pas journaliste, et ils étaient aux Champs-Élysées, donc ils arrivent en fin de bail comme le vendeur me disait, et puis ça coûte extrêmement cher, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de plus rien, ce genre de grosses sociétés du CAC 40. Donc, quand tu vas au Technocentre, pareil, ils ne sont même plus propriétaires, ils louent. Enfin, c'est un petit peu aussi la crise. Donc là, l'endroit est sympa, par contre, c'est compliqué quand même pour essayer les voitures. Le seul avantage, c'est qu'au moins, tu peux voir en fait le confort des pavés et te dire, voilà, le véhicule est quand même bien amorti. Donc, tu vois la concession. C'est la... Clairement, le Scénic, je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup. Je pense qu'ils vont plus vendre de la R5, 30 000 € pour un Parisien, et le style qu'elle a, elle est toute petite, elle a une bonne bouille. Donc voilà en tout cas pour la partie Porsche, Tesla, Renault. Alors avant-dernière partie, où j'ai réuni donc deux choses, on va voir même peut-être trois choses, on verra. Donc là, on va parler des différents continents et notamment du Mexique. Et je trouvais que c'était très intéressant. Le Mexique ne veut plus accueillir les usines des constructeurs automobiles chinois. Et tout de suite, j'ai la conclusion à la fin et je me suis dit, oui, c'est-à-dire que le Mexique, il y a, je ne sais plus comment ils appellent ça, donc c'est les grands États-Unis, en fait, les accords entre le Canada, les États-Unis et puis le Mexique. Et bien entendu, que les Chinois, en fait, veuillent
s'implanter là-haut. C'est ce qui va se faire peut-être en Europe, puisqu'en fait nous sommes sous la coupole, en tout cas des États-Unis. Et ben voilà, ceux qui auront le droit de s'implanter, ça va être uniquement Tesla. Donc accueillant de nombreuses usines aux automobiles, le Mexique ne veut plus finalement de celles donc des constructeurs chinois. Le pays semble ainsi répondre aux pressions du voisin américain. Ben oui, c'est de dire, bah écoutez, vous avez plus accès dans ces cas-là, vous voulez vendre vos produits chez nous, et ben vous avez plus accès dans ces cas-là. Donc oui, donc GM, Ford, Stellantis, eh oui, Stellantis, et puis bien sûr, donc il va y avoir Tesla qui va venir faire son usine au Mexique. La deuxième petite chose, donc complètement de l'autre côté, donc en Asie, c'est donc Honda annonce un énorme investissement pour ses voitures électriques. Ben, je dirais qu'il serait temps, ils sont vraiment en retard. Ça me fait penser aussi un petit peu à Renault qui sont arrivés dans les premiers, comme un petit peu Honda avec la i, et puis finalement, je sais pas, en fait c'est comme Renault, pareil, où les usines sont extrêmement vieillissantes. À un moment donné, il faudrait pratiquement les raser et refaire et revoir entièrement la chaîne. Parce qu'adapter constamment des chaînes, je l'ai toujours dit, c'est comme pour une maison, pour autre chose, on ne fait jamais du neuf avec du vieux, c'est quand même très compliqué. Donc Honda va fabriquer 4 nouvelles usines au Canada, et ben écoute, c'est plutôt pas mal. Donc va fabriquer une usine dédiée aux voitures électriques, et faut un ensemble, il faut une partie batterie, une partie moteur, une partie voiture, assemblage. Donc si tu maîtrises pas tout, eh bien, ça devient compliqué, tu es relayé au second plan. La firme de Tokyo veut rattraper son retard, tu vois, c'est pas moi qui l'invente, et voilà, a fait là, j'en ai parlé, etc. avec Sony, donc bon, ça sera clairement à voir. Pour la dernière partie, au final, on garde le meilleur pour la fin. Donc le meilleur, c'était certainement la première partie et aussi la dernière. Volvo et CATL vont recycler les batteries des voitures électriques. Donc j'ai pas lu jusqu'à la fin celui-ci, donc est-ce qu'ils vont en faire des batteries stationnaires ou est-ce qu'on va réussir à en refaire des voitures? Au niveau des densités, je suis pas sûr. Donc Volvo, c'est qui derrière? C'est Geely, le chinois. CATL, c'est qui? Eh bien c'est le numéro 1 des batteries. Donc concrètement, preuve qu'on commence à être largué vraiment à tous les niveaux. Moi ça me perturbe, là, les gens, je sais pas ce qui se passe. Volvo et CATL s'associent pour recycler les vieilles batteries des voitures électriques en nouvelles batteries. Ce partenariat vise à réduire davantage l'empreinte carbone en réutilisant les matériaux. Volvo était l'un des premiers grands constructeurs automobiles à s'engager pour un avenir entièrement électrique et la firme aussi de base a déjà fait des progrès considérables. Alors Volvo, c'est dans le même esprit, c'est vrai que Renault, la voiture, en fait, il y a c'est ça qui est bien en tout cas chez Renault, il y a quand même une volonté d'utiliser, de recycler la totalité et de prendre aussi des produits qui soient recyclés. L'année dernière, les voitures électriques représentaient 16% des ventes totales du constructeur. Réutiliser un maximum de matériaux. Volvo et CATL ont donc annoncé, il suffit de voir le Volvo X30, mais je trouve que les plastiques recyclés, c'est pas qu'ils sont pas bien, et c'est vraiment top, mais ils ont voulu leur donner un effet, je trouve que c'est là-dessus, c'est pas très bien. Les fournisseurs de Volvo démontreront les batteries pour utiliser plus de 90% des matériaux clés. Cela inclut notamment le nickel, le cobalt et le lithium. CATL avec Volvo est en partenariat depuis 2019, utilisera ensuite les matériaux pour fabriquer de nouvelles batteries de voitures électriques qui alimenteront ces nouvelles voitures électriques. Eh bien écoute, la boucle est bouclée. Parce que très souvent, c'est vrai qu'on utilise des voitures électriques avec une forte densité et on réutilise plutôt en batterie stationnaire type LFP. Et pareil, un petit peu pour comme nos téléphones portables, c'est recyclé, mais la densité est telle qu'en fait, on n'arrive pas à redonner la même puissance. C'est exactement comme certains matériaux où en fait, le fait de les refondre, de les réutiliser, ils perdent parfois un peu de leur propriété. Les plastiques, c'est plutôt pas mal. Les plastiques durs restent franchement d'une très bonne qualité. Le verre aussi, qui se recycle donc à 100% ou quoi que ce soit et reste vraiment pur, mais il y a des matériaux où leur densité, leur masse est finalement un petit peu moins bonne. Donc on utilise plutôt de la matière première entre guillemets fraîche qui a été extraite pour certaines utilisations bien particulières. Les ventes de voitures électriques donc continuent à augmenter et vont rester à cette dynamique. Donc franchement, il faut penser à tout ça. Avant, on pensait pas, c'est-à-dire qu'on fabriquait et on faisait un jugement, on renvoyait des produits dedans et puis on fermait et puis on se disait allez c'est bon, ça sera plus tard. Et donc on reste au pays du soleil levant. Xiaomi ne s'attendait pas à un tel succès avec sa première voiture électrique et je me demande comment ils ne pouvaient pas s'attendre à ça. Donc ils font quand même 10% de marge, hein, mais le patron concrètement multimilliardaire a décidé de mettre le paquet et concrètement là où Apple n'a pas réussi, ben, a priori Xiaomi a réussi, hein, je crois qu'on parle pratiquement, voilà, a vendu 100 000 voitures en moins de 48 heures.
Donc, je croyais qu'il parlait de 170 000, je sais plus. Enfin, les chiffres sont complètement dingues. Le véhicule, voilà. Il y a certains qui m'ont dit, attention, il y a eu des essais, il y a eu des problèmes, etc. Est-ce que ça pourrait être bonifié? Mais franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Franchement, ce qu'ils ont sorti. Donc, pareil, donc ils se sont appuyés pour la batterie de BYD et tout un univers. Franchement, tout se passe en fait aujourd'hui en Chine, que ça soit au niveau du diesel, finalement, tu vois, ça sera la conclusion. Tout se passe donc aujourd'hui, le diesel, les batteries, les voitures électriques, etc. Tu vois bien le panneau photovoltaïque. En fait, s'il n'y a pas un réveil de l'Union européenne, on va clairement se faire bouffer et on va être relayé au deuxième, au troisième, peut-être au quatrième plan, et donc on va sortir de la course. Et c'est un problème en fait, ce n'est pas qu'un problème de domination au niveau des pays et d'un continent, même à l'extrême, mais c'est de subir la mondialisation. Ça pourrait faire office d'une vidéo un peu philosophique en disant, voilà, ça a des travers la domination, on voit bien avec les États-Unis qui sont finalement toujours en guerre et qui veulent vendre leur démocratie, soi-disant, et qui vont dans les pays Émirats arabes, enfin tout ce qui est Moyen-Orient, mais aussi au Mexique, hein, ils ont fait la guerre un petit peu au Mexique, etc. Et puis des fois dans le sud, hein, ils vont jusqu'au Brésil, etc. Et le fait aussi de subir, et c'est pas forcément, donc il faut essayer peut-être de trouver un juste milieu, un peu de protectionnisme, et au lieu de toujours aider, en aval, en amont, pardon. Donc vraiment, en aval, pardon, en aval, donc en bas. C'est plutôt en amont d'aider, donc ça veut dire sur la recherche-développement. Ça veut dire que au lieu de faire du crédit sur les voitures, des subventions, des aides à l'acquéreur, qui se voit, c'est vrai que c'est concret, hein, ça se voit tout de suite, donc le client est content, il a une baisse de prix, d'utiliser ces milliards, 1, 2, 3 milliards, eh bien, dans des entreprises qui s'engagent derrière françaises à créer des emplois et qui ont un objectif, un projet à la fin. On ne donne pas de l'argent comme ça. Parce que franchement, en France, ça fait vraiment très longtemps où, comme les restaurateurs, bah écoutez, on va vous baisser la TVA et on leur demande pas d'engagement derrière. Ou les entreprises, pareil. Ils étaient engagés, je sais plus, certaines entreprises à embaucher 50 000, 100 000 personnes et puis finalement, il n'y a rien eu. Donc, c'est plutôt un problème politique actuellement que, et de décision, que un problème de savoir-faire et d'argent même de toute manière, puisque de bien redistribuer cet argent et que la France, l'Union européenne puisse être prospère et pour éviter donc de subir donc la mondialisation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je ferai plus ce type de vidéo, donc beaucoup plus recherché avec un sommaire. Et puis si ça plaît, c'est cool. Moi en tout cas, je me suis dit voilà, toute l'année, je vais faire l'actualité de la semaine, de reprendre les choses importantes. Et tu vois que il y a énormément de choses qui sont faites et on a assez peu parlé de l'Union européenne, mis à part d'une manière entre guillemets des choses restrictives que finalement des choses qui sont émancipatoires. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Et puis pour ceux qui travaillent, travaillez bien. Et puis à la semaine prochaine, donc lundi. La vidéo devrait paraître dimanche 7-8 heures. Et logiquement, sauf si vraiment il n'y a personne, parce que là c'est les transitions de vacances, donc en fait aucun intérêt de lancer une petite vidéo quand même qui est super sympa, que j'avais envie donc de vous transmettre, qui est donc la Renault R5. Je te donne mon avis, ce que j'en ai pensé. Donc, je vais pas te spoiler la vidéo, mais comme d'habitude, il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. Sur ce, ciao!